Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons inaugurer un nouveau format, puisque cette fois-ci, nous aurons un dialogue entre un chercheur d'un côté et puis un représentant de la vie socio-économique, qu'il soit chef d'entreprise, d'une collectivité locale, d'un organisme public. Et pour cette première édition, nous allons nous entretenir avec Madame Benaya, qui est directrice et fondatrice d'une société, Docteur Data, spécialisée dans la donnée médicale. Nesrine Benaya, bonjour. Donc, vous avez une thèse en droit public qui était déjà consacrée au rôle à la question de la protection des données dans le cadre des données de santé dans le cadre de la radiographie, je crois. Et à la suite de cette thèse, à la suite de ces travaux de recherche, vous avez fondé une société, donc Docteur Data. Est-ce que vous pouvez peut-être présenter rapidement cette société, son objectif ? Alors oui, Docteur Data, c'est une société qui est dédiée à la protection et à la valorisation des données de santé, qui existe depuis bientôt 5 ans. Et notre premier métier, c'est vraiment délégué à la protection des données. Donc nous accompagnons des hôpitaux, du secteur médico-social, des entreprises en intelligence artificielle, en télémédecine, mais aussi des grands groupes, notamment Big Pharma ou Biotech, à faire en sorte que toutes les données personnelles des patients qui sont traitées, pour les besoins de produire des médicaments, produire de nouveaux services ou juste prendre en charge le patient dans son soin, que ce soit bien protégé et que ça réponde à des normes. Alors on a des réglementations européennes, mais on a aussi des réglementations franco-françaises qui sont très spécifiques et différentes des autres pays, ce qui fait que les choses peuvent être très compliquées. Et donc on les accompagne dans tous ces processus-là. Donc on a la chance d'intervenir à la fois sur des domaines très poussés d'un point de vue technologique, mais aussi sur des choses très terre-à-terre, c'est-à-dire voilà, quand vous allez à l'hôpital, comment on traite vos données. Donc on touche à la fois aux soins et à la recherche. Et donc c'est un petit peu le continuum de la prise en charge d'un patient, parce que quand vous allez à l'hôpital, ça ne s'arrête pas à la prise d'imagerie de scanner que vous faites, ça va jusqu'au bout à la réutilisation de vos données qui sont valorisées pour la recherche et la médecine de demain. Et donc justement sur cette thématique-là, c'est vrai que votre activité est vraiment en lien au cœur de l'économie numérique, dont on dit souvent que le carburant de l'économie numérique, c'est la donnée. Et la donnée de santé, c'est un type de donnée très spécifique. Et ce que l'on observe, c'est peut-être l'émergence d'un marché de cette donnée. Alors peut-être déjà pour clarifier les choses, il y a peut-être beaucoup d'appellations différentes, soit données de santé, soit données de patients, données personnelles. Quel distinguo, quelle différence on peut faire entre ces différents types de données ? Alors oui, déjà quand on a la définition même d'une donnée personnelle, et quand on prend la réglementation, elle est très large. C'est-à-dire qu'une donnée personnelle, ce n'est pas uniquement votre prénom, votre nom ou votre photo, ça peut être votre adresse IP. Alors que quelqu'un qui est assez idoine en informatique, il ne peut pas retrouver la personne à partir d'une adresse IP, mais c'est une donnée personnelle. Donc le champ est très large. Et sur les données concernant la santé, c'est comme ça que c'est dit dans le RGPD, c'est la première fois qu'on a une vraie définition dans un texte. Et donc c'est toute information, c'est une donnée qui révèle toute information d'un point de vue santé physique et santé mentale d'une personne physique. Cela inclut les prestations de services de soins, donc quand vous recevez des soins en clinique ou en public. Donc c'est assez large, c'est tout ce qui peut vous identifier directement ou indirectement. Donc effectivement, lorsque j'ai votre dossier médical avec votre prénom, votre nom, votre numéro de sécurité sociale et puis toutes les pathologies, je ne peux pas avoir plus. C'est très direct comme information sur votre santé. Mais parfois, je peux avoir dans une base de données ou dans un document Word, et d'ailleurs ce n'est pas que informatique, c'est aussi du papier, mais je peux avoir par exemple un identifiant, donc votre numéro de sécurité sociale, donc je n'ai pas de prénom, je n'ai pas de nom, et avoir votre taille, voilà, par exemple 1m60, et puis votre poids, 100 kg. Je n'ai pas ici votre indice IMC, je n'ai pas la caractère d'obésité éventuellement qui est mis, mais je sais faire une information, donc une corrélation entre cette taille-là et ce poids et déduire une information de santé physique. Ajouter au fait que le numéro de sécurité sociale n'indique pas forcément votre nom, votre prénom, mais votre identité, c'est comme un identifiant. Donc là, vous voyez, j'ai 3 champs d'information. Je n'ai pas votre carte d'identité, j'ai rien d'autre, mais j'ai quand même une information personnelle et de santé. De la même façon, quand on est sur de la santé mentale et qu'on a des mentions de troubles obsessionnels, état dépressif, voilà, des choses comme ça qui peuvent juste être écrites dans des notes prises par des médecins, ça donne une information sur la santé. Et c'est la première fois que c'est vraiment défini. C'est fou, ça peut paraître fou, parce que le texte du RGPD a été voté en 2016. C'est quand même tard.
Google existait depuis bien avant et c'est entré en application en 2018, mais ça a eu l'occasion de poser un peu ces choses-là au niveau européen. Donc déjà, c'est très large. Et le fait de traiter ce type de données-là, ce n'est pas forcément le fait de les modifier intrinsèquement ou de les envoyer à quelqu'un, mais le fait juste de les voir, c'est un traitement. Le fait de les consulter donc, est un traitement, le fait de les stocker sur une base de données dans des serveurs, c'est un traitement. Donc ce qui fait que tout ce que vous pouvez faire autour de ces données-là entre dans la réglementation européenne et donc aussi dans la loi informatique et liberté qui traite de ça au niveau français. Et donc effectivement, pour tout environnement, on va dire, de l'économie du numérique, il y a un objet, il y a un marché. Aujourd'hui, le marché de la donnée personnelle existait déjà. On avait les cookies, voilà, c'est pour ça que chacun maintenant doit dire oui ou non, mais parce que pour faire du ciblage publicitaire, on prenait votre adresse IP, selon les formulaires que vous avez remplis à droite à gauche sur des sites, on pouvait faire des recoupements et donc savoir que vous étiez un homme d'un certain âge, d'une certaine catégorie socio-professionnelle, avec un certain train de vie, parce que vous prenez toujours des voyages, vous passez toujours sur Booking, ou voilà. Donc on arrive à avoir un petit peu un profil, et même de très beaux profils, c'est très précis, et vous envoyez des publicités ciblées sur votre adresse mail ou sur vos pop-up. Donc il y avait déjà ce marché-là, où les grands groupes américains sont assez forts, où ça a créé d'ailleurs une économie derrière de plein de petits entrepreneurs qui faisaient ces petits cookies, ces petites choses, et aussi un marché de ce qu'on appelle de data broker, parce que clairement c'était revendu et c'était ça qu'on avait un portefeuille. Donc ça existait. Et donc aujourd'hui dans le domaine de la santé, ça ne peut pas être aussi gros, voilà, c'est pas à ce point, mais ça commence un peu dans le sens où effectivement, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas faire de l'intelligence artificielle sans données. Donc forcément, c'est le carburant de tout ce système-là. Vous ne pouvez pas faire un marketing un peu dédié sur un produit de santé qui va sortir si vous n'avez pas suffisamment de données pour savoir quelle catégorie vous ciblez pour votre médicament. Et faire la bonne publicité, aller cibler les bons médecins qui ont une certaine catégorie. Parce que si vous vous intéressez uniquement à des gens en population urbaine, vous n'allez pas envoyer vos commerciaux se rapprocher des médecins qui sont en zone rurale. Vous voyez, donc déjà, vous avez besoin de ces données-là pour avancer et vous avez ces données pour créer d'autres choses. Donc forcément, il y a une espèce de marché qui se crée parce qu'il y a une offre et une demande. Et puis, il y a des producteurs de ces données-là, et en tout cas les détenteurs qui sont plus généralement les hôpitaux et les professionnels de santé, on va dire. Et puis, à côté de ça, vous avez plein d'outils digitaux qui se sont développés. D'outils de prise de rendez-vous, d'outils de téléconsultation. Puis les premiers, c'était les forums. Je ne vais pas citer, parce que je ne suis pas là pour ça, mais il y a pas mal de forums où ça laissait un peu une espèce de Facebook ouvert à tous les patients qui s'entraidaient, mais qui partageaient toute leur vie. Voilà, j'ai 30 ans, j'habite là, j'ai telle maladie, ça fait 6 mois que je vois mon médecin, il me dit ça, j'ai ça en taux de glycémie. Tous libérés parce que c'était la recherche d'une communauté et d'une aide, parce que finalement, ils ne retrouvaient pas l'aide dans le soin. Mais tout ça, c'est des données de santé. Et elles sont traitées. Donc vous avez d'abord ces outils-là qui un peu engrangé toutes ces données-là qui étaient quand même personnelles. Puis après, tout ce qui s'est digitalisé, comme je le disais, prise de rendez-vous, téléconsultation et autres. Tout ça, ça crée de la donnée. Forcément, parce qu'il y avait une activité qui n'existait pas, ça l'a créée. Donc vous créez des données personnelles qui sont cette fois-ci colligées dans un même système d'information qui forcément se dit je suis assis sur une mine d'or. Quelqu'un est forcément intéressé par ce que j'ai. Et c'est pas être parano, c'est normal. Et d'ailleurs c'est normal que quelqu'un s'y intéresse, sinon il faut s'inquiéter que personne ne veuille regarder les données pour prendre des décisions. Donc tout cela mis bout à bout, oui on peut parler d'un marché. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de valorisation de données de santé aujourd'hui. Et valorisation pas forcément au sens de monétisation. Parce qu'il faut le rappeler quand même, vendre des données de santé personnelles, c'est interdit en France, c'est puni par le code pénal. Donc il faut les valoriser soit en interne quand on est à un hôpital avec des chercheurs, soit avec des industriels et faire des partenariats scientifiques, des choses comme ça. Donc effectivement ça pousse, et puis quand vous voyez des acteurs comme Google, qui se rapproche de beaucoup d'hôpitaux américains, parce que là-bas, il n'y a pas de système de protection sociale où vous avez tout au même endroit, ça c'est éclaté, et qui se rapproche de ces hôpitaux-là pour pouvoir mettre la main sur des données pour comprendre, pour offrir d'autres projets. Et puis vous voyez aussi que sur Google qui a acheté Fitbit,
voilà, vous avez non pas juste un podomètre, mais parfois des fréquences cardiaques et tout ça. Effectivement, ils savent très bien qu'il y a un marché pour faire encore plus de ciblage publicitaire là-dessus, et deux, pour créer de nouveaux produits. Parfois basés sur des vrais besoins, parfois pas du tout. On va créer aussi des nouveaux besoins chez les consommateurs, parce que finalement, un patient est un consommateur de soins. Et ça veut dire que si on revient sur le côté peut-être offre de ce marché, entre guillemets, la production de données, finalement, on retrouve quel type d'acteurs? Si on vous écoute, on retrouve deux types d'acteurs, des acteurs plutôt non marchands, c'est-à-dire qui viennent des hôpitaux, qui collectent des données dans certaines conditions, et puis des acteurs marchands qui les collectent dans d'autres conditions. Et est-ce que ces conditions de collecte, justement, ne créent pas sont soumises sont les mêmes entre les différents acteurs? Alors, oui, alors effectivement, oui, d'un point de vue réglementaire, ils doivent tous appliquer la même réglementation, la même loi et autres. Et puis surtout, je dirais que la première étape, c'est respecter les droits des patients. C'est que si moi, je viens sur un site pour prendre rendez-vous avec mon médecin ou faire une téléconsultation, ou si je vais à l'hôpital pour faire un examen, c'est ça mon premier besoin. Donc, si je partage mes informations, c'est ça. Ce qui se passe après, il faut revenir me demander, à mon avis. Ou il faut me le dire tout de suite pour que je puisse dire non. Et donc, je pense que c'est là la délicatesse, parce qu'en fait, il y a quand même un déséquilibre très fort entre déjà ces deux grands acteurs-là, et puis même au sein de chaque groupe d'acteurs, de sensibilisation à cette réglementation-là sur la protection des données. Parce que c'est virtuel. Vous voyez, quand vous avez des données, très vite, vous oubliez qu'il y a une vie privée derrière, une personne, un individu, donc une intimité. Parce que vous voyez des données, ça fera rien de mal. Voilà, qu'on les analyse un peu, qu'on essaie de voir s'il n'y a pas des prédispositions à des maladies, qu'on les ajoute dans d'autres données, d'autres bases de données, etc. Ça ne fera pas de mal, on va faire que du bien là-dessus. Oui, mais non, ce n'est pas ça la loi. Et donc, je pense qu'il y a aussi cette pensée voulu un peu supérieur vis-à-vis du patient, ou quand il est utilisateur d'une plateforme, voilà, on fait mieux, on connaît mieux, etc. Donc je pense que ça peut être assez trompeur. Et donc les règles sont les mêmes. La seule chose, c'est que par exemple, si je prends le cas d'un hôpital, un hôpital, c'est pas la même organisation qu'une boîte privée qui fait un outil, qui a le moyen de revenir tout de suite vers le patient parce qu'il est connecté sur l'outil, donc il peut tout de suite le revenir, etc. Là, on va dire que c'est aussi pour faire du business, encore plus de business sur une certaine partie de son activité. L'hôpital, c'est différent. L'hôpital, personne tout le monde est au courant de ce qui se passe, a beaucoup moins de ressources médicales, a beaucoup moins de ressources même administratives finalement, même si c'est plus que le médical, il y en a quand même moins. Donc s'organiser pour appliquer la réglementation, revenir vers des centaines de milliers, voire des millions de patients quand on est sur des gros établissements, s'organiser pour créer des bases de données à part, parce que là, c'est à part du soin, etc. C'est un énorme coût, c'est un énorme investissement. Donc on va dire que la marge pour arriver à l'objectif qui est prévu est plus compliquée, techniquement, et d'un point de vue réglementaire, parce qu'il n'y a pas ces ressources. Là où je dirais la boîte privée, elle est plus agile, si c'est une ligne dans son business, elle investit, et puis voilà, elle y va. Je pense que c'est d'un point de vue économique, il y a quand même deux poids, deux mesures là-dessus. Ce qui n'empêche pas, et ce qui se développe depuis 2 ans, la PHP ont été les premiers à faire le premier entrepôt en France en 2016, de mémoire. Mais depuis, là, c'est très croissant, voire exponentiel, et surtout depuis le Covid. Le Covid a fait prendre conscience de beaucoup de choses. En tout cas, dans le domaine de la santé, une de ces choses-là, c'est de dire, effectivement, sans données, on ne sait pas qui on prend en charge, on ne sait pas comment ça va évoluer, une maladie, une pandémie, des choses comme ça. Donc, il nous faut plus de données, à la fois structurées, de qualité, qu'on puisse partager, parce qu'on ne vit pas tout seul en enclos dans une région, dans un territoire. Et donc, ça a fait prendre conscience de ça. Et puis surtout, ça a fait prendre conscience que pour créer un vaccin, il faut des données. Et donc, que pour créer un vaccin, il faut des essais cliniques. Il faut pouvoir connaître vraiment comment ça se passe, etc. Et donc, c'est attractif. Au-delà du fait de juste organiser l'offre de soins sur une région, c'est attractif pour des industriels
parce que ça vous ouvre parfois le seul produit mondial pour régler, en tout cas débloquer une économie suite à une pandémie. Donc c'est un enjeu très fort. Et donc les hôpitaux ont très bien compris que ça se passait chez eux en premier lieu. Alors quand je dis hôpitaux, c'est au sens large, hein, public, privé, clinique, tout ça, centre de lutte contre le cancer. Et donc forcément, il faut qu'ils s'organisent. D'ailleurs, on les attend. Ils ont un marché, ils ont une demande, l'offre, elle pseudo-existe, parce que vous avez les bases, mais vous n'avez pas les données structurées, vous n'avez pas l'entrepôt. Donc c'est un investissement. Et un hôpital, si je prends le cas de l'hôpital public, ça ne se gère pas comme une entreprise. Enfin, peut-être pas encore, c'est presque le cas parfois, mais c'est pas pareil. Donc vous n'avez pas cette ligne d'investissement, un entrepôt à peu près moyen, c'est plus ou moins 2 millions d'euros, à peu près de bout en bout, et après il faut le faire fonctionner, donc il faut une gouvernance, il faut tout ça. Donc vous imaginez pour un hôpital de dire, voilà, je vais faire ça, quel est mon retour sur investissement ? Voilà, c'est pas naturel pour un hôpital public de dire ça. Donc forcément, il y a eu cette prise de conscience-là, et ça s'est organisé. Donc on a de plus en plus d'entrepôts de données qui sont en train de s'ouvrir en France. On a, dans le cadre de l'opération France 2030, soutenue par le gouvernement, des budgets qui sont alloués pour aider les hôpitaux à le faire. Il y a eu le projet aussi du Health Data Hub au niveau national pour enclencher un peu cette prise de conscience et essayer de l'outiller. Mais il n'en reste pas moins, moi à mon sens, on oublie un peu le patient. Parce que dans une valorisation de quelque chose, il y a une chaîne, donc une chaîne de valeur, et que pour avoir une image médicale du sein ou autre, ça part d'abord d'un individu, de son corps. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que la donnée personnelle, c'est comme ça que c'est en tout cas conçu en France et en Europe, c'est le prolongement de votre dignité humaine. Donc est-ce que le prolongement de votre dignité humaine est vendable ? Voilà, donc là on sort de l'économie, on peut aller en philosophie, en sociologie. Et je pense que le minimum, c'est qu'il y ait une information du patient qui donne son consentement, en tout cas qu'on lui donne la possibilité de dire non. Voilà, de s'opposer éventuellement, selon les projets de réutilisation et de valorisation de ces données-là. Et donc voilà un petit peu, si je prends les grands acteurs, pour fixer vraiment sur les hôpitaux, là où c'est en train de bouger énormément. Mais après, vous avez plein de sociétés qui créent aussi des entrepôts de données privés, ce n'est pas l'apanage du public. Et qui s'organisent pour collecter auprès de plein de logiciels différents, en biologie, en imagerie ou autre, un certain nombre de données, de les colliger, essayer de les anonymiser. Ça, je suis très prudente parce que ce n'est pas toujours vraiment plausible, et qui en font des recherches de marketing. Hein. Vous avez des grands groupes comme IQVIA qui sont très connus, des leaders, qui font ça depuis très 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 longtemps. Pas attendu le Covid. Donc le marché existe depuis un petit moment. Et ces acteurs-là qui se structurent, ils n'ont pas les mêmes armes, les mêmes moyens, mais en tout cas, ils ont tous cette même envie d'aller vite. Et pas forcément avec un modèle économique déjà en place. C'est ça qui est rigolo. Vous l'avez mentionné justement, peut-être ce qui est au cœur de ce marché, entre guillemets, c'est le patient et la nécessaire protection du patient. Et ce que vous dites fait aussi un petit peu écho à un débat une thématique qui a émergé dans le domaine de l'économie numérique, qui est le paradoxe de la vie privée, qui est lié au fait, alors on parle plutôt ici de données personnelles, pas forcément de données de santé spécifiquement, mais qui est lié au fait que les individus se déclarent très soucieux de leur vie privée, mais ne mettent pas forcément en place. Quand ils sont ensuite face à des choix réels, ils ont tendance finalement à laisser, à diffuser finalement assez facilement leurs données personnelles. Ça peut s'expliquer par différents facteurs, notamment en économie comportementale. Le fait qu'un individu ne soit pas forcément capable de toujours évaluer des coûts, des bénéfices associés à la divulgation de sa vie privée. Est-ce que vous pensez que dans le domaine des données de santé, est-ce qu'on peut avoir ce même type de paradoxe ou finalement est-ce que la question se pose peut-être différemment parce qu'il s'agit cette fois-ci de sa santé ? Alors il y a, je pense, une inquiétude assez forte sur la santé, mais j'ai envie de dire surtout quand la personne est malade. Je dirais, en fait, ce qui pourrait changer peut-être le comportement, c'est de dire je suis une personne saine, je n'ai pas de maladie particulière, et je suis malade. Effectivement, quand je ne suis pas malade, je me dis ce que je vais partager, c'est assez néant, quoi. Je veux dire, j'ai pris du Doliprane et puis je me suis cassé la jambe à 16 ans et puis c'est tout.
Alors que quand j'ai une maladie chronique, que j'ai eu un cancer, j'ai un impact demain. Je peux ne pas avoir une assurance, des choses comme ça, et des lois qui sont venues traiter ces sujets-là. Je peux faire l'objet de discrimination parce que en fait, quelqu'un parmi mes collègues a su que j'étais séropositive, ou des choses comme ça. Et donc forcément, ça a des impacts beaucoup plus forts d'en apprendre plus quand vous êtes malade. Donc quand on est dans cette situation-là, je pense qu'on est beaucoup plus sensible, parce que vous êtes dans des maladies chroniques, votre vie, c'est d'aller toujours voir votre médecin, quoi. C'est constant. Et quand vous n'êtes pas malade, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de ne pas être malade, donc ça passe au-dessus. Donc je pense qu'il y a cette notion-là. Et après, je pense que l'aspect monétaire, enfin pécunier, il est très important. Je donne un exemple. Alors, je pense que tout le monde connaît la société 23andMe, qui est une société américaine qui fait, vous savez, des prises. Vous envoyez un bout de votre ADN et ils vous trouvent éventuellement des origines et vous évaluent à 20% caucasien, 30% asiatique avec vos origines. Et si, comme ils ont une énorme base de données, éventuellement, ils peuvent retrouver des liens avec des cousins éventuels, et puis voilà, vous mettez en relation. Et donc ça, c'était très à la mode et ça l'est encore. Et ça s'est beaucoup répandu aux États-Unis, ce qui fait que ces personnes-là qui donnaient un bout de leur ADN, qui est payé pour avoir ce service, donnaient quand même la chose la plus incroyable, c'est-à-dire votre génétique. Là, pour le coup, il n'y a pas plus individuel. Il a donné comme ça, parce que curiosité, et payé pour ça. Sauf que la société, en plus c'est droit américain, c'est différent d'ici, avait cette base de données. Elle l'a revendue à GlaxoSmithKline pour un peu plus de 300 millions de dollars. Ça a fait grand bruit. Et là, vous avez énormément de prises de position, de dire « Mais attendez, c'était mes données, fallait pas les vendre. » Voilà, et là on retombe dans ça. Et donc là, il y a eu une prise de conscience après coup. Parce qu'il y a eu cet aspect pécunier. Mais trop tard. Et donc forcément, peut-être pas pour cette raison que c'est interdit en France, mais forcément, je pense que d'un point de vue patient, je pense que tout dépend de ce qu'on a comme bagage d'éducation et de diplôme, tout dépend de la catégorie socio-professionnelle. Je pense qu'une personne qui est en mal pour joindre la fin du mois va peut-être moins s'intéresser à qui utilise ses cookies ou ses données de santé qu'à une autre personne d'une certaine catégorie, pareil, étant malade ou pas. Et puis voilà, moi personnellement, j'ai des formations professionnelles parce que je suis dans ce milieu. J'arrive pour faire un examen, je regarde tout de suite si elle est bonne affiche pour m'informer sur mes données. Jamais, 100%, il n'y a rien. Et puis je questionne un peu plus, je vois où vont mes données. Voilà, donc, mais on n'est pas nombreux à faire ce métier pour avoir un poids. Ceci dit, vous avez beaucoup de plaintes qui sont déposées à la CNIL, alors à tort ou à raison, parce que parfois c'est un moyen en droit un peu transverse, mais qui sont déposées à la CNIL sur des outils du quotidien, des fournisseurs d'électricité, des choses comme ça, ou télécom, pour essayer un petit peu de faire bouger les choses, mais c'est très peu. C'est très peu. Mais je dirais qu'on a deux problématiques. On a le problème du citoyen lambda qui, je pense, ne s'y intéresse pas, sauf à ce que ces données se retrouvent sur Internet, que ça lui porte préjudice ou qu'il subisse une usurpation d'identité, c'est-à-dire quand il arrive déjà le mal. Et en même temps, et c'est le cas pour le patient, selon sa situation, et en même temps, les acteurs en fait, qui traitent ces données-là, qui ne font pas l'effort de faire vraiment toujours tout proprement. Et ce n'est pas forcément les plus gros qui sont les plus bons élèves. Ouais, les plus petits, on voit les startups, elles sont plus dans un avantage concurrentiel. C'est aussi générationnel, c'est aussi des états d'esprit qui veulent faire les choses assez carrées. Et donc voilà, donc en fait vous avez un citoyen qui ne s'y intéresse pas trop, sauf en cas de problème ou quand c'est vendu, et quelle est ma part du gâteau. Et puis de l'autre côté, ceux qui ne font pas trop d'efforts. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est assez culturel, je trouve. Je pense que si vous regardez aussi dans les pays du Nord de l'Europe, c'est différent. L'approche est différente parce que c'est l'acteur lui-même qui va pousser à vous montrer qu'il fait les choses bien et puis qui va insidieusement dire aussi que ses concurrents font les choses mal et donc ils vont vous réveiller un petit peu. Et c'est ce qu'ils ont tous fait dans le e-commerce maintenant. Ils mettent tous à jour leur charte de protection des données personnelles. Apple a été les premiers aussi. Ils ont été les premiers à faire des publicités pour dire votre privé, votre vie privée nous importe. Ils ne font pas tout bon, mais en tout cas, ils font le marketing qui va avec. Donc ça commence à devenir un peu une arme.
un petit peu concurrentielle, et voilà. Mais il y a une acculturation à faire. Et moi, je trouve ça dommage. Alors nous, on a fait un truc assez sympa, et c'est parti d'une discussion avec une amie qui mettait toujours tout sur Instagram, donc si elle regardera la vidéo, elle se reconnaîtra. Et je lui disais, mais c'est fou, je sais ce que tu fais tous les jours sur Instagram. Et elle me dit, oui, mais je lui dis, c'est tes données personnelles quand même. Puis en plus, on peut déduire tes moyens, on peut déduire, tu es chez toi ou pas, enfin voilà. Elle me dit, oui, mais bon, j'ai rien à cacher. Et toujours ça, j'ai rien à cacher. Je dis, aujourd'hui, t'as rien à cacher. Tout cela, ça reste, ça laisse une trace. Et puis j'ai fini par lui dire, mais tu sais, ça a une valeur, tout ça, le fait que tu dises que tu aimes bien boire du Starbucks tout le temps, des choses comme ça, ça a une valeur. Il me dit, oui, mais ça vaut combien? Et ça m'est resté là pendant 2 ans. Et l'année dernière, on a travaillé avec l'école des mines, avec un professeur qui est super. Et je lui dis, écoute, moi j'aimerais bien qu'on aille chercher un peu ce que valent les données, si on peut aller chercher leur valeur en data broker ou chez les grands américains. Et on fait un simulateur de prix. Voilà, alors, il ne sera pas complètement exhaustif, mais il a le mérite d'exister. Et donc on a travaillé avec l'école des mines d'Alès. Et donc on a sorti un simulateur. Et donc on l'a fait, on l'a communiqué en janvier à l'occasion de la Journée européenne de la protection des données. Et là, la curiosité est plus forte que tout envers l'être humain, l'équipe, tout le monde, tous les gens avec qui on l'a partagé. Et là, ils testaient. Ah ouais, écoute, moi mes données personnelles, ça vaut 80 €, 85 €. Je sais, imagine multiplié par... Et encore, on n'en est qu'à un début. Nous, tout le monde ne nous a pas répondu dans les data brokers. Vous imaginez, on arrive, Docteur Data, il nous ferme la porte. Donc c'était assez rigolo. Mais on avait quand même les données de l'OCDE, on avait des données, ce que les lois américaines imposent à Facebook, à Google et tout ça, de publier leurs revenus récurrents par utilisateur. Donc on a appris ça aussi. Et on l'a rendu palpable. Voilà. On ne vous dit pas qu'il ne faut pas partager vos données, qu'il faut arrêter, qu'il faut vivre dans une cave, mais on vous dit, prenez conscience. C'est votre vie privée, et pour d'autres, c'est un portefeuille. donc prenez conscience et essayez d'avoir ce juste milieu-là, vous les partagez avec des gens qui vont proposer des garanties, d'être un petit peu plus dans le contrôle. Parce que voilà, personne d'autre va le faire à votre place. Et donc voilà, on a essayé de le prendre par ce prisme-là, et vous aviez une catégorie santé dans ce simulateur-là, et que vous soyez malade. Si vous êtes malade, vous avez des données qui ont plus de valeur. Si vous êtes polypathologique, vous avez plusieurs maladies, pareil. Alors si vous êtes malade chronique, c'est encore pire. Voilà, donc vous avez tout ça, et ce qui fait que forcément on prend conscience, si je suis malade, mes données valent plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que techniquement, si je suis en ALD, donc en affection longue durée, qu'il me reste que 10 ans de vivre, qu'est-ce qu'on va investir sur moi pour que j'achète des choses dans 20 ans, un frigo ou quoi? Non, c'est parce que c'est rare. Enfin, c'est rare, c'est pas une maladie rare, mais c'est pas tout le monde qui est malade. Donc forcément, c'est sur une population, je ne l'apprends pas, l'économie, population plus faible, ça vaut beaucoup plus cher. Et puis en plus, vous avez des acheteurs beaucoup plus ciblés qui veulent faire des choses dessus. Donc c'est assez ambigu. Et je pense qu'il faut un peu faire des opérations choc comme ça, ou faire vivre des usurpations d'identité à des gens pour qu'ils comprennent, voir des impacts. Je vous prends un autre cas sur une donnée de santé. Il y a eu des cas, vous savez, quand vous êtes soignant, que vous êtes dans un hôpital, c'est vrai que vous vous dites, si il m'arrive un petit truc, je me fais soigner dans mon hôpital, ça va aller plus vite, c'est mes copains, mes collègues. Oui, mais votre dossier médical, après, il sera ouvert par vos collègues. Alors si vous avez juste une rage de dents et tout, c'est rien. Mais si c'est une femme qui a eu une IVG, peut-être pas envie que ses collègues sachent, parce que certains ont des pensées, des idées dessus, voilà, et certaines positions, c'est arrivé ça. Voilà, et la soignante, elle dit, non, vous enlevez cette donnée, parce que j'ai pas envie que mes collègues voient cette information. Là, petit impact. Là, il n'y a pas de question d'argent, mais je vais avoir un impact sur ma vie de tous les jours. Et d'ailleurs, si on prend le texte du RGPD, les données qui sont dites sensibles, il n'y a pas de données bancaires. On a les données de santé, on a les données génétiques, les données biométriques, les données sur la religion, l'appartenance religieuse, philosophique, politique, les condamnations pénales. C'est tout ce qui peut vous porter préjudice sur vos libertés et vos droits dans la vie de tous les jours, finalement. Et vos coordonnées bancaires, on s'en fiche, ça, c'est réparable. Et donc je pense que malheureusement, il y a des choses culturelles qu'on n'arrivera pas à changer tout de suite. Il faut vraiment un long travail, et peut-être générationnel,
à voir avec la génération TikTok si on arrive à faire quelque chose pour voilà, un petit peu les sensibiliser. Mais je pense qu'il y a une éducation à la vie numérique qui doit être prévue très tôt. Parce qu'il y a des impacts, en dehors du harcèlement, de ce qui peut se passer sur Internet, il y a des impacts sur les datas. Et moi, je pense clairement qu'on a déjà une vie numérique. Quand on nous parle d'identité numérique et tout ça, on a une vie numérique et elle n'est pas virtuelle. Ce n'est pas du métaverse. C'est qu'elle est déjà très tangible financièrement pour beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que se posait la question de la monétisation des données, où dans certains pays cela est possible, etc. Finalement, bon, le décor est implanté. Bon, on voit qu'il y a différents types de solutions qu'on peut envisager, des solutions juridiques que l'on a déjà un petit peu évoquées à travers le RGPD, notamment pour essayer de protéger le patient face à certaines dérives possibles. Une autre façon de voir les choses, c'est peut-être de voir en quoi la technologie elle-même peut justement aussi elle-même proposer d'autres outils qui permettraient au patient de pouvoir lui-même protéger ses données. Alors, vous, à Dr Data, vous développez un outil qui est basé sur la blockchain, par exemple. Dans quelle mesure l'utilisation de la blockchain peut essayer de limiter un petit peu, de pallier en tout cas certains problèmes que l'on a évoqués précédemment? Alors moi je vous rejoins totalement, au bout d'un moment on ne répondra pas à ces enjeux-là uniquement par du droit ou des documents ou des procédures ou des formations. Au bout d'un moment il faudra une réponse technologique en face et c'est ce qu'on s'est dit nous depuis le début, dès la création de Dr Data. Et en fait, moi j'ai découvert vraiment l'univers de la blockchain en 2019 à travers les smart contracts parce que c'est des choses, je suis juriste de formation, donc c'est des choses qui étaient utilisées dans d'autres pays sur des documents notariés, tout ça, des choses comme ça. Donc je me dis pourquoi pas dans la santé, qu'est-ce qu'on peut automatiser comme algorithme dedans pour essayer de fiabiliser des transactions. Parce que finalement c'est des transactions qui se passent dans une blockchain. Et donc en mettant de côté, bien sûr, les aspects crypto, NFT qui sont à part, parce que la blockchain est une technologie d'infrastructure, une base de données à la base. Et donc, on a réfléchi. Alors, en fait, moi, j'appelle ça une fusée, mais il y a une fusée, il y a plusieurs étages, compartiments. Et donc, le premier, vous avez la chaîne de valeur, vous avez le patient, et puis son professionnel ou son hôpital. Et puis, un peu plus haut, vous avez les exploitants de la donnée, qui peuvent être académiques, industriels et autres. Et donc, il faut peut-être gérer le premier étage, parce que là, le second étage commence à faire plein de flux de données sans se prendre en compte le patient. Et donc, nous, on a fait d'abord ce qu'on appelle l'information avec non-opposition du patient ou la gestion de son consentement, ce qu'on regroupe plus largement sur le e-consentement, où en fait, on a facilité le retour de l'hôpital vers le patient pour qu'il puisse l'informer. Ça se passe très vite, parce qu'aujourd'hui, soit c'est pas fait, c'est du hors-piste et c'est pas bon, soit ça bloque des projets et les projets se font pas. Le but, c'est pas de pas faire d'innovation, ou alors on décide de faire des choses à peu près plus ou moins bien, avec de l'efficience un peu à niveau zéro, faut se le dire, et des outils artisanaux, voilà, du papier, tout ça, donc ce qui est horrible. Donc nous, on a automatisé tout ça déjà d'un point de vue workflow, d'un point de vue métier, parce que si on fait quelque chose qui est basé sur une super technologie, mais qui n'est pas du tout utilisable et qui ne répond pas aux enjeux métiers, c'est fichu. Donc nous, on a d'abord réfléchi comme ça. Et on a associé la blockchain pour faire en sorte que la décision du patient, que ce soit un oui ou un non, soit jamais gravée dans une base qui ne soit pas falsifiable. Parce que derrière, en termes de gestion de la preuve, c'est quelque chose qui peut être très challengé quand on est sur un système informatique lambda, où vous pouvez modifier les logs, supprimer les fichiers de log, et puis voilà, c'est passé. Donc nous, on a voulu mettre ça. Et en plus, par cette fonction-là, dire voilà, il y a vraiment un élément de confiance. C'est-à-dire que vous pouvez y aller, vous pouvez dire oui ou non, ça sera pris en compte. Effectivement, ce que l'hôpital en fera à la fin, nous, on n'en est pas responsable, mais en tout cas, de notre côté, vous pouvez vous en prétendre. Et ça, c'est important, parce que souvent, ce que nous, on a entendu, parce qu'en tant que DPO, on est vraiment sur les fronts, sur tous les fronts avec les patients et les hôpitaux et les médecins, c'est, niveau patient, c'est oui, mais moi, je vais dire oui ou non, qui va me dire que c'est vraiment pris en compte, qui va me dire que vraiment ce que j'ai écrit, ça ne va pas te transformer après, comme c'est une case à cocher avec un crayon, ça ne va pas te gommer, tout ça. C'est vrai. En plus, parfois, vous allez cocher oui ou non, mais la signature, elle est sur une autre page, donc j'en imprime une autre et je coche ce que je veux. Voilà, donc il y a des petites subtilités parfois. Et donc, on a voulu éliminer tout ça, toutes ces inquiétudes-là,
pour créer ce pont de confiance. Parce que vraiment, la majorité des patients ne sait pas qu'une fois sorti de l'hôpital après avoir fait son opération, les données font autre chose. On en fait autre chose, etc. Ils ne savaient pas. Donc déjà, il fallait qu'on rétablisse ce lien de confiance-là parce que, c'était une obligation légale. Et deux, c'est quand même éthiquement important et sociologiquement important parce que à un moment donné, les gros projets qui se sont faits hors piste vont sortir de terre et c'est là où on va créer, je pense, une sorte de défiance avec les patients où ils ne voudront plus rien partager. Et là, on aura perdu tout. À part faire du forcing par une loi ou autre, qui sociologiquement, c'est pas bon, et démocratiquement complètement contestable. Voilà, donc nous, on a voulu déjà répondre à ces enjeux-là, d'un point de vue métier workflow, technologique et éthique. Et la blockchain, pour moi, c'est vraiment une technologie. Alors, il faut bien cibler le cas d'usage, ça peut vraiment servir à tout et n'importe quoi. Mais c'est vraiment une technologie qui est intéressante pour apporter cette confiance-là, pour aussi acculturer tout ce monde-là au fait que la technologie, ce n'est pas forcément quelque chose de mal, mais ça peut venir réguler. Et le fait que ce soit décentralisé aussi, c'est-à-dire que si les conditions ne sont pas remplies, ce qui doit se produire comme action ne se produit pas. Voilà, donc c'est ça un petit peu qui est intéressant. Et puis ensuite, nous, la deuxième partie de l'étage, c'est vraiment de gérer les transactions entre l'hôpital et les exploitants. Alors là, je vous laisse imaginer les hôpitaux, c'est vrai qu'ils ont des données hyper riches, qui sont une mine d'or. Sur quel modèle économique vous partagez ça? Est-ce que vous ne pouvez pas les vendre? Ça reste des données pseudonymes, donc c'est interdit. Vous pouvez les mettre à disposition, mais à quel prix? Avec quel service autour, avec la disposition. Et puis en même temps, c'est peut-être pas assez ce que vous voulez. Donc voilà, est-ce que vous voulez des droits de propriété intellectuelle sur ce qui sera produit, comme si c'est un algorithme? Est-ce que vous voulez des royalties? Voilà, donc il y a plein de modèles de valorisation qui sont aujourd'hui un casse-tête pour les hôpitaux en France et en Europe, que je pense mériterait d'être encadré d'un point de vue juridique, et avec une technologie où vraiment le contrat qui est passé doit être respecté. Et, voilà. Et donc en plus, j'ai aussi protéger l'actif de l'hôpital, parce que s'il laisse cette base de données partir à droite à gauche selon les partenariats et qu'il les laisse sortir, il dilue son actif et donc perd un peu de richesse. Donc voilà un petit peu comment nous on a voulu voir un peu les choses et comment on y intègre de la blockchain là-dedans, sachant que on ne met pas de données personnelles dans la blockchain parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui doit être fait, parce que c'est immuable la blockchain, on ne peut pas supprimer. Donc voilà, donc on gère vraiment toutes les transactions de preuve de ce qui se passe sur notre solution. Et donc en fait, cette blockchain, en économie, on a tendance aussi, il y a à la fois l'aspect décentralisation, et à la fois aussi l'aspect économie de coûts de transaction, c'est-à-dire dans l'exécution des contrats. Alors ici, smart contract, mais d'un contrat quand même. Dans quelle mesure, quand on met en place ce type de smart contract, quelles sont les clauses, par exemple, qui vont déclencher de manière automatique l'activation du contrat? Par exemple, nous, si je vous prends notre cas d'usage, qui est le consentement du patient, effectivement, alors le smart contract, il a été codé de sorte que lorsque l'hôpital émet une demande vis-à-vis du patient, nous, déjà, on contrôle que c'est une demande qui concerne bien notre domaine, qui est vraiment une destination d'une personne physique. Voilà, donc il y a certaines conditions qu'on doit remplir. Puis après, vous avez, alors ça c'est lié à la loi française, vous avez plusieurs cadres réglementaires. Donc effectivement, quand vous demandez un consentement au patient, vous attendez un oui, sinon il ne se passe rien. Et quand vous êtes sur un opt-out, donc une information avec une opposition, vous informez le patient et s'il ne vous dit pas non, après un certain délai, vous pouvez y aller. Donc déjà, on a deux chemins et donc nous, on les a codés avec ces conditions-là. C'est ça qu'on a mis dans le smart contract. Et donc, selon le chemin qu'on entreprend, que l'hôpital nous donne, parce que c'est lui qui définit dans quel chemin il se trouve pour son projet, nous, on active ces conditions-là et si elles sont remplies, le patient y accède. Et donc là, il peut dire oui ou non, etc. Et on refait remonter un go ou un no-go selon les conditions qui sont remplies en face par le patient. Donc si je vous prends le cas de l'opt-out, nous, le smart contract est régulé à 3 semaines, parce que c'est la réglementation aussi. Et donc quand on informe le patient, on trace tout ce qui se passe en termes de réception et autres, et on lui laisse ces 3 semaines-là pour dire non. Passer les 3 semaines, on considère que, comme il n'a pas dit non, c'est OK, parce que c'est ce chemin réglementaire-là. Et donc c'est parti, donc les conditions sont remplies. Mais si le patient, 6 mois plus tard, revient et dit « je m'oppose »,
il peut le faire, il a le droit, il a son consent store, on l'appelait comme ça, il peut le faire et là, hop, on remonte cette réponse-là à l'hôpital, on dit attention, les conditions ont changé, donc nous on a pris en compte ça dans le smart contract, donc c'est l'aller et le retour, prenez en compte, maintenant c'est révoqué. Voilà, donc nous on l'a traité comme ça. Sur l'autre volet, c'est beaucoup plus complexe et on est en train d'y travailler. Donc on a déjà un premier brevet sur ce qu'on a fait. Donc voilà, je ne peux pas trop en dire. Mais c'est beaucoup plus complexe parce que ça intègre beaucoup de modèles économiques, de clauses juridiques, de choses comme ça qu'on rend un peu dans la tech. Donc on travaille aussi avec des conseils, des cabinets d'avocats qui viennent aussi de leur expertise, de leur expérience nous apporter ça pour que ça soit le plus automatisé possible. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans les deux volets que je vous dis, c'est vraiment une galère sans nom pour l'hôpital. Pour le premier, il n'a pas les ressources, il n'a pas les moyens, c'est compliqué. Voilà. Pour le second, ça prend un temps fou de négocier un contrat comme ça, alors que finalement, vous savez, les clauses sont assez standards et il faut se mettre d'accord. Pour l'activer, c'est encore plus long. Et puis l'hôpital n'a pas forcément toutes les ressources juridiques en maîtrise de droit des marchés, droit des propriétaires intellectuels, droit de la concurrence et en plus de la valorisation de la data qui est quand même un nouveau métier. Et donc nous, on essaie d'accompagner un petit peu sur tout ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.